pour conclure, je dirais qu'on a là un silence d'État qui est bien géré finalement par l'État, qui a été géré assez rapidement. Les familles des disparus demandent au tribunal de la Seine, la plupart du temps, un jugement déclaratif de décès. La personne est déclarée décédée. Il n'y a pas le corps, mais c'est pas grave. Et puis on continue à vivre comme ça. Donc ça, c'est le dernier point. Et puis l'indemnisation arrive pour les personnes qui avaient des biens. Et puis on est dans un tout reconstruire. On est dans une... Puis il y a des enfants, il y a les petits-enfants aussi qui arrivent. Mais après, le politique se rend compte que ça bouge un peu du côté des associations, et ça bouge aussi un peu du côté des historiens qui demandent à en savoir plus. On sait très bien qu'un jour ça allait éclater, cette histoire-là. Hein? Bon, c'est tombé sur moi parce que moi j'avais commencé à travailler dessus, parce qu'on m'a fait confiance, parce qu'on m'a ouvert des archives, mais c'est quelque chose qui devait à terme être porté à la connaissance de tout le monde. L'historien, il a aussi un devoir de parole. C'est bien d'être dans les archives, de savoir des choses, de connaître des choses. Mais si c'est pas pour les écrire et pour les dire, si c'est pas pour mettre un petit peu de connaissance et d'intelligibilité, de compréhension des événements, effectivement, si c'est pour rester dans les archives, ça sert un peu à rien. Donc moi j'ai essayé de sortir cette guerre d'Algérie, comme l'a fait aussi avant moi Guy Pervier, hein, de ce manichéisme entre les bons d'un côté, les méchants de l'autre, entre les justes d'un côté, les injustes de l'autre, entre les morts justes d'un côté, les morts injustes de l'autre. Un Algérien qui se fait torturer et qui meurt, c'est injuste. On doit crier. Un Européen qui se fait torturer et qui meurt, c'est juste parce qu'il défend une mauvaise cause. Et ça, c'est pas possible. L'historien, il n'est pas là dans une position de juge en disant ça c'est juste, ça c'est injuste, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est pas bien. Moi, je le dis souvent, je suis pas juge, je suis pas ni curé, ni imam, ni rabbin, ni pasteur. Donc, j'ai mon éthique, mais le bien et le mal, comme ça, en disant ça c'est mal, ça c'est bien, en histoire, je sais pas. Donc, dire les choses, c'est de remettre un peu d'histoire et de redonner un peu d'histoire à des personnes, à des hommes, à des femmes, à des enfants. Hein, je signale que dans mes disparus, il y a à peu près 150 femmes et une quarantaine d'enfants. Hein, c'est pas innocent. Hein. On s'en prend pas à des femmes et des enfants comme ça. D'un autre côté, c'est le reproche que certains, pas historiens, mais idéologues m'ont fait, c'est que, en disant que le FLN s'était livré à des exsanguinations, s'était livré à des viols, etc., je confortais ce que disaient des associations de pieds noirs les plus extrémistes. Oui, mais bon, moi, j'essaye pas d'être pour un ou pour l'autre. Je dis ce qui est. Je dis ce que les archives me montrent, en les analysant, en les confrontant. Après, hein, c'est pas moi qui suis responsable des viols et des exterminations. Donc, comme on dit, il faut le savoir, il faut le dire. Et donc, ça permet de sortir de ce manichéisme qui a, pendant très longtemps, quand même, marqué les esprits. Et je crois que depuis quelques années, on en sort. Petit à petit, on en sort. Et ce livre-là apporte une pierre. C'est une pierre, hein, c'est pas encore l'édifice, hein, on est encore dans la petite pierre. Hein. Une pierre qui permettra peut-être de relativiser les faits, les histoires des uns et des autres. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre sur un même plan, hein, mais il y a quelque chose sur lequel il faut, à mon avis, revenir, parce que pour moi c'est encore incompréhensible.
c'est la violence de cette guerre d'Algérie. Alors toute guerre est violente, toute guerre a des meurtres, et des meurtres civils, et des disparitions, et des viols, des exactions de tout genre. Mais enfin, quand je regarde cette guerre d'Algérie, je vois qu'il y a une épuration ethnique, mais je vois qu'il y a autre chose en termes de violence, et qui est pour moi, pour l'instant, inexplicable. Quand l'armée, quand certains éléments de l'armée torturent, c'est une réalité. On ne peut pas dire non. C'est une réalité. L'armée, des éléments de l'armée ont torturé. Mais une fois que le corps est mort, soit on l'enterre, ou on le jette, ou on le laisse. Quand l'OAS, elle tue, parce qu'elle tue, elle le fait de manière, on appelle ça des ponctuels, hein, à Oran. Elle le fait directement, sans une balle dans la tête, point final, il n'y a pratiquement pas de torture, c'est ce qu'on veut, ignoble, lâche, ce que vous voulez, qu'importe, mais le corps est là, on ne s'acharne pas sur le corps. La différence quand même, que je trouve, depuis 54 et après 55, et jusqu'en fin 62, c'est l'acharnement sur le corps post-mortem, après la mort. Et ça, c'est quand même très particulier. Je ne sais pas si dans d'autres histoires on le voit. J'en ai vu un petit peu au Maroc, mais très peu. Mais je crois que même moi, dans les rapports que j'ai vus de personnes qui avaient été torturées, tuées, et sur lesquelles on s'était acharné après la mort, c'est assez terrible. Et j'en ai jamais vu pour d'autres, y compris quand il y a eu les Hutus et les Tutsis qui se sont massacrés. Il y avait des morts, ils se brûlaient, mais il n'y avait pas cet acharnement je sais pas, morbide sur le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'éventrer des femmes enceintes? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut dire, quand on coupe les bras, enfin les membres d'un musulman, il ne va pas au paradis. Oui, mais enfin, pour des chrétiens, on sait très bien qu'ils ne vont pas au paradis des musulmans. Bon, alors à quoi ça sert de leur couper les bras, les jambes, et puis de les éventrer? Non, il y a un problème, je crois, que je n'arrive pas à expliquer, et qu'il faudra un jour qu'on explique, c'est quelle est la valeur de cet acharnement sur les corps? Est-ce que c'est uniquement pour faire peur? Effectivement, ça fait peur. On peut se dire qu'une fois que la personne est morte, bon, c'est autre chose. Mais là, il y a quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de l'impensé, de l'incompris. Oui, mais la haine, vous pouvez tuer quelqu'un de haine. Mais une fois qu'il est mort, vous lui donnez un coup de pied, et puis ça y est, point final, et vous le laissez, entre guillemets, hein, vous le laissez au chacal, au chien, à ce que vous voulez. Mais là, il y a quelque chose presque de technique. Hein? Non, il n'y a pas de génétique là-dedans. Il n'y a pas de génétique. Il y a quelque chose il y a une explication. Une explication qui fait que cette violence de la guerre d'Algérie, enfin, cette guerre d'Algérie porte en elle une violence, et qui n'est pas une violence due à la colonisation. Les oreilles coupées, je veux bien. Mais des corps éventrés, c'est pas la colonisation qui a instillé ça. C'est quelque chose qui existait avant et qui a perduré. Donc il y a quelque chose là qui est difficilement explicable. Et le dernier point, c'est que ce livre, quand je fais des conférences comme aujourd'hui, j'en ai fait une jeudi dernier, j'étais à Nice, je vois arriver une femme âgée, un peu plus de 80 ans, toute fine, très bien habillée, qui vient, qui me salue, qui dit: Monsieur Jordi, vous avez dans votre livre mon mari et mon père. Et elle me dit: je vous remercie, et elle se met à pleurer, je vous remercie parce que, enfin, ils ont une histoire. Ils ont été abandonnés pendant 50 ans, et maintenant ils redeviennent
des personnages historiques. Ils ont une histoire. Vous leur avez redonné une histoire. Ils en ont été privés pendant 50 ans. Et elle me dit, j'attendais ce livre pour pouvoir mourir. Alors j'ai dit, écoutez, attendez un peu, quand même. J'aurai peut-être d'autres livres. J'avais pas envie de lui dire, bon, maintenant vous allez pouvoir mourir. Il y aura d'autres livres. Donc, et j'ai senti dans le visage, dans les yeux de cette vieille dame, en même temps un désespoir, mais en même temps un soulagement. Un soulagement parce que, effectivement, enfin, son mari et son père étaient là, étaient présents, étaient avec elle. Et elle pouvait peut-être passer à autre chose. Et moi, je me suis dit, juste avant ma conférence, comment je ferais ma conférence en sachant que dans la salle, il y a une personne qui a une souffrance depuis 50 ans. Cette personne souffre depuis 50 ans. C'est terrible. Hein? Oui, il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a beaucoup qui souffrent. Mais elle ne s'est pas remariée. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle avait en face d'elle son mari et son père. Et ça, je crois que c'est quelque chose de terrible. Et si mon livre peut permettre d'apporter un peu d'apaisement, je ne dis pas de guérir les souffrances, c'est pas un livre médical. Hein. Et puis la plupart, quand j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, j'ai lu votre livre, à la première page, j'ai pleuré. » C'est pas le but d'un livre d'histoire de faire pleurer. Mais en même temps, ça veut dire que ça apporte un peu non pas de réconfort, mais un peu d'histoire à des familles qui en ont été privées depuis 50 ans. Merci.